Alors, voyons un peu ça. Euh, on va commencer par les bases de la couleur. Donc, la lumière, ce sont des radiations électromagnétiques, on en a déjà un peu parlé, avec une longueur d'onde entre deux sommets de l'onde, l'amplitude, donc la force. Ici, on vous montre les creux, mais c'est évidemment la symétrie des sommets. Donc, la lumière, c'est de l'énergie, et le phénomène de la couleur, quant à lui, est le produit d'une interaction entre cette énergie et la matière. Alors je passe, je ne vais pas donner tout le détail. Ici, vous avez une représentation du spectre des ondes électromagnétiques et vous voyez que parmi toutes les ondes électromagnétiques qui existent, les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, les infrarouges, les ondes radar, FM, TV, ondes courtes, ben, en fait, l'œil humain ne voit qu'une toute petite partie de ces ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle donc le spectre des lumières visibles. Et vous avez ici une indication de la distance entre deux sommets d'ondes indiqués en nanomètres, c'est-à-dire un millionième de millimètre. Par exemple, pour les ondes courtes, entre deux sommets d'ondes, on a 400 nanomètres. Pour les ondes longues, 700 nanomètres. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils n'écrivent pas les ondes avec des hertz. Ils pourraient aussi, non? Donc pour répondre à ta question, le Hertz, c'est lié à un nombre d'événements par seconde en fait. C'est une fréquence d'événements par seconde. Parce que si on parle de trucs ondulatoires, de phénomènes ondulatoires avec la lumière, Mhm. enfin, c'est la même chose pour l'audio, et l'audio, on peut le décrire avec des hertz aussi, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est surtout en électricité qu'on parle du Hertz. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a une manière de décrire les ondes électromagnétiques en Hertz? Bonne question. Il faudra approfondir ça. Alors voilà, vous avez les différentes gammes, en fait, par rapport aux couleurs que l'œil humain perçoit, les différentes couleurs que vous voyez ici dans la colonne de droite, vous avez à peu près à quelle gamme de longueur d'onde ça correspond. Le violet, par exemple, entre 380 et 450 nanomètres. Alors, la couleur est une perception psychologique. Donc déjà, Newton, en son temps, disait que les rayons ne sont pas en soi colorés. Donc ce petit schéma ici vous fait comprendre que la rose n'a pas de couleur, mais on l'aperçoit en couleur, suite au traitement des informations évidemment, dans le cerveau. Donc c'est une perception psychologique, la couleur. Ce qui existe dans la réalité, ce sont c'est de la matière qui absorbe plus ou moins différemment la lumière blanche en fait, et qui reflète plus ou moins différemment la lumière blanche. Alors, la perception des couleurs est influencée par l'éclairage, l'atmosphère, la matière des objets. Donc le schéma ici vous indique que le stimulus, donc la couleur perçue, est le résultat de la sensibilité spectrale des récepteurs de l'œil humain dans ce cas-ci, la manière dont l'objet reflète la lumière, c'est réflectance normalement, pas rélectance, ils se sont gourés là, dans un petit schéma que j'ai pris, et la nature de la lumière qui éclaire. De quelle quantité de lumière, de quelle quantité de fréquence courte, moyenne et longue la lumière blanche qui éclaire est constituée. Donc la nature de la lumière blanche, plus la manière dont l'objet reflète les choses, plus les récepteurs de l'œil humain, tout ça c'est ce qui fait finalement dans le cerveau le stimulus, ce qui est perçu comme étant la couleur. Ok, ça je passe.
Alors ça peut être intéressant. La polarisation de la lumière. Donc, les filtres polarisants, vous connaissez. Vous savez que si vous voulez photographier quelque chose qui se trouve derrière une surface réfléchissante, qui réfléchit beaucoup la lumière, comme la surface d'un lac, une surface d'eau ou une vitre de voiture, hein, si vous êtes un paparazzi, vous avez intérêt à utiliser un filtre polarisant de manière à bloquer une partie de la lumière qui va arriver sur le capteur de l'appareil photo. Et il y a différents types de filtres polarisants qui existent. Il y a les filtres polarisants circulaires et linéaires. Bon, dans le cas de filtres polarisants linéaires, c'est ce qui va nous intéresser ici dans le schéma. On va comprendre qu'en fait, donc c'est chaque fois donc la même source, la lumière qui est omnidirectionnelle. Premier filtre polarisant orienté comme ça laisse passer la lumière. Deuxième filtre polarisant laisse passer également la lumière. Deuxième, il est orienté comme ça, mais l'autre est orienté en perpendiculaire, le filtre polarisant ici. Et donc les rayons lumineux ici arrivent à passer dans le premier filtre, mais le deuxième filtre ne les laisse pas passer. Vous avez jamais fait l'expérience de superposer deux filtres polarisants? Si, oui. Et il n'y a plus rien qui passe quand on les tourne dans un certain angle l'un par rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que vous avez des schémas où on voit la propagation? Donc voilà, ça ressemble déjà un peu, voilà, exactement ça. Tu demandais une représentation tridimensionnelle de les ondes électromagnétiques, et bien voilà. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à polariser, puisque c'est tridimensionnel, comme on le voit là. Ah, ça vient de Wikipédia. Bon, autre représentation, moins parlante. Mais enfin voilà, donc ça correspond à ce que je montrais là. Donc. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, en voilà encore une autre qui est intéressante. Ok. Donc la combinaison de toutes les ondes lumineuses du spectre de lumière visible, c'est perçu comme étant du blanc. Donc le blanc, c'est quand l'œil reçoit toutes les ondes du spectre des lumières visibles. Et donc pour prouver ça, il y a le fameux prisme de Newton qui montre que quand on fait passer de la lumière blanche à travers un prisme, il y a une décomposition de la lumière suite à une réfraction en fait. C'est parce que suivant la longueur d'onde, la lumière est redirigée différemment avec un angle différent. En fait, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Et suivant qu'on a affaire à des ondes courtes ou longues, elles sont réfractées, elles sont redirigées, elles subissent un changement de direction différent quand elles passent à travers le prisme. Et donc c'est pour ça que ça décompose en quelque sorte la lumière blanche et qu'on voit apparaître l'arc-en-ciel, toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Ok. Alors justement à propos de cette réfraction, quand la lumière passe à travers un corps différent, elle passe de l'air dans le verre, il y a, oui, voilà ce qui se passe, il y a des aberrations chromatiques. Comme on le voit, les ondes courtes sont plus réfractées que les ondes longues et moyennes. Et donc, la lumière blanche de ce que vous photographiez, typiquement, passant à travers une lentille simple, eh bien, la mise au point, en fait, la reconstitution de l'image ne se fait pas sur le même plan. On a trois plans ici. On a le plan des ondes courtes, en gros, hein, des ondes moyennes et des ondes longues.
Donc les aberrations chromatiques, c'est ce qui sur vos photographies crée des franges en fait, hein, des franges cyan, magenta, c'est ça, c'est les aberrations chromatiques. Mais ça, c'est ce qui se passe dans l'œil humain, qui n'est composé que d'une seule lentille, en fait, évidemment, il n'y a qu'une seule lentille, le cristallin dans l'œil humain, mais dans les appareils photo, il y a des corrections, une deuxième lentille qui va corriger l'aberration chromatique, en fait, qui va faire en sorte que toutes les ondes, courtes, moyennes et longues, vont se focaliser au même endroit. D'accord? Mais comment ça se fait qu'on a quand même des aberrations chromatiques en photographie? Eh bien, c'est typiquement avec certains objectifs complexes comme les télés. Voilà pourquoi, la plupart du temps, en photographie, les vrais photographes préfèrent utiliser un jeu de différents objectifs et changer en cours d'utilisation des objectifs à focale fixe, en fait, plutôt. Il y a trop de lentilles, ça crée des aberrations chromatiques. C'est bien pratique quand on doit faire rapidement des photos de près, de loin, mais si on veut vraiment passer pro, il vaut mieux avoir un jeu de différents objectifs et changer rapidement. Voilà. Donc l'œil humain, lui, il a des aberrations chromatiques. Ça va être montré plus loin. Quelles sont les aberrations chromatiques de l'œil? Je vais le montrer plus loin. Vraiment la preuve qu'il y a des aberrations chromatiques dans l'œil. Peut-être que vous connaissez déjà. Vous avez déjà expérimenté ça peut-être. Il y a des situations dans lesquelles on ressent vraiment que les images des ondes courtes, moyennes et longues ne se créent pas au même endroit. Des fois, les écrans, justement, on a l'impression, quand on bouge trop le regard vite, on voit le RGB, Ah, oui. C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais on va voir, on va continuer. Petit à petit. Alors, je reviens à l'expérience la plus connue de Newton, donc la décomposition de la lumière blanche. Et alors, une autre expérience de Newton, un peu moins connue, qui est la suite de la première, c'est qu'une fois que la lumière blanche a été décomposée, il essaye de faire passer une partie du spectre à travers un autre prisme et il n'y a pas de décomposition supplémentaire. Donc, voilà. C'est bien la preuve qu'il est allé au bout de la décomposition possible de la lumière blanche. C'était juste une vérification. Oui, il y a aussi une autre expérience pour laquelle je n'ai pas de schéma ici, dans laquelle il recompose la lumière blanche au départ de la lumière décomposée. Alors, les arcs-en-ciel, vous connaissez, c'est bien sympa ça. C'est toujours le même phénomène en fait. Vous avez le soleil qui passe à travers une goutte d'eau qui est dans l'atmosphère et la lumière du soleil est décomposée en fait. En tant qu'observateur, suivant la position de la goutte d'eau dans le ciel, vous voyez une partie du spectre ou l'autre. Voilà. Pour la goutte d'eau qui est la plus élevée dans le ciel ici, évidemment c'est extrêmement schématisé, ce qui arrive dans l'œil de l'observateur, c'est du rouge en fait, des ondes longues. Pour la goutte d'eau qui est la plus basse dans le ciel, c'est du bleu, c'est des ondes courtes qui arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un arc-en-ciel du rouge au bleu, en passant évidemment par le jaune, le vert, tous les intermédiaires. Voilà. Alors, vous avez trois sortes d'objets dans le monde. Vous avez les objets qui émettent de la lumière, les objets qui reflètent de la lumière et les objets qui transmettent la lumière. Donc, source de lumière, lumière reflétée sur la matière, lumière transmise à travers la matière. Oui, réflexion spéculaire ou réflexion diffuse, c'est suivant que la matière se reflète dans la direction opposée, comme la lumière dans un miroir. C'est la réflexion spéculaire, ça vient du mot
Ça vient d'un mot latin, en fait, qui veut dire miroir, spéculaire. Oui, et quand la matière reflète la lumière dans toutes les directions, donc il y a une diffusion, donc c'est une réflexion diffuse, typiquement comme une feuille de papier, plutôt que comme un miroir, en fait. Alors, la fluorescence, les matières fluorescentes. C'est vraiment un petit marathon ici dans la connaissance de la lumière. On va très rapidement. On passe d'un sujet à l'autre assez rapidement, mais malgré tout, on reste quand même dans le sujet de la lumière. Alors, la fluorescence, si on vous demandait ce que c'est, vous sauriez répondre? Pas évident. La fluorescence, c'est des lumières qui sont flashy, en fait. Qui ressortent. Typiquement, quand on est sur le bord de l'autoroute avec son petit gilet fluorescent, on est censé être mieux vu. Quand on fait du cyclisme aussi, voilà. Donc la fluorescence, c'est la propriété d'une matière qui absorbe la lumière à une longueur d'onde et qui la réémet à une longueur d'onde habituellement plus longue. Voilà. Alors, vous avez typiquement ça, et ça va peut-être être une découverte pour vous, dans les poudres à lessiver. Dans les poudres à lessiver, vous avez des substances blanchissantes, donc les agents blanchissants, en fait, qui sont des substances fluorescentes. Elles vont absorber la lumière ultraviolette que vous ne voyez pas, en fait. Ça fait partie du spectre non visible. Et ça va réémettre sous la forme de lumière bleue claire. D'accord? La lumière ultraviolette qui éclaire vos vêtements qui ont été lavés avec la poudre à lessiver qui contient des agents fluorescents, eh bien cette lumière ultraviolette va être reflétée par le vêtement blanc comme sous forme de lumière bleutée. Donc ça va rendre le blanc plus bleu et donc ça donne une sensation de propre. Parce qu'en fait, la vraie couleur d'un t-shirt en coton, c'est pas blanc, c'est plutôt jaunâtre. C'est grâce à la poudre à lessiver qu'on a l'impression que c'est plus blanc. Donc en quelque sorte, ça fausse la perception qu'on a de la matière coton, en fait, la poudre à lessiver. Ça ajoute du bleu dans la couleur du t-shirt et ça tire le jaune du t-shirt vers les ondes courtes, ça rééquilibre, on voit du blanc. Ok? Et alors dans les discothèques, quand vous sortez, vous avez des lampes noires. Donc ce sont des tubes fluorescents qui émettent de la lumière ultraviolette. Et la lumière ultraviolette va être en quantité plus grande que la normale. Et donc les agents fluorescents des t-shirts vont surréagir en quelque sorte. Vous allez avoir beaucoup plus de bleu que prévu. C'est pour ça que vous avez les t-shirts blancs qui apparaissent bleutés quand vous les voyez dans une discothèque sous les lampes noires, en fait. Ce sont les agents blanchissants de la poudre à lessiver qui renvoient beaucoup plus de bleu que prévu, en fait. Ok. Donc même principe pour sur le bord de l'autoroute, les gilets fluorescents, ils apparaissent lumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez dans la lumière du soir, à la fin de journée, c'est surtout en fin de journée qu'ils vont apparaître lumineux. C'est pas à midi qu'il va apparaître très très lumineux. C'est surtout en fin de journée que ce phénomène du gilet de sécurité, on va voir qu'il apparaît bien lumineux. Eh bien, dans la lumière naturelle de fin de journée, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par la matière du gilet et qui sont transformés en lumière visible. Et donc, par rapport à l'environnement qui est quand même assez sombre, le gilet paraît plus lumineux grâce à ça, en fait. Voilà. Et si vous éclairez un gilet de sécurité avec de la lumière artificielle en intérieur, la fluorescence, ça ne marche pas. Parce qu'il faut une composante ultraviolet dans la lumière qui éclaire. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Alors, les courbes spectrales de sources lumineuses. Donc ce sont des représentations qui montrent la quantité d'énergie pour chaque lumière, en fait. Ici, clairement, pour la lumière rouge, on voit qu'il y a beaucoup d'ondes longues.
Pour le vert, c'est des ondes moyennes. En ce qui concerne le rouge, vous avez du rouge vif et du rouge éteint. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le rouge éteint, il y a un parasitage des ondes longues. Oui, il y a des ondes longues, c'est pour ça que c'est perçu comme étant du rouge, mais vous avez aussi des ondes moyennes et courtes qui composent la lumière, et ça fait en sorte que le rouge soit moins saturé. Du rouge clair et du rouge foncé, c'est quoi la différence? C'est l'intensité, c'est la force de l'onde en fait, hein, l'amplitude. Du gris foncé et du gris clair, c'est quoi la différence? C'est toujours l'amplitude, la force, et c'est du gris pourquoi? Parce qu'il y a autant d'ondes courtes que d'ondes moyennes et longues dans les deux cas. Donc l'œil n'arrive pas à dégager une couleur, n'arrive pas à avoir une couleur en particulier. On peut dire que c'est en quelque sorte une variante, le gris est une variante de la lumière blanche en quelque sorte. Je vous passe tous les détails. Ici, vous avez une courbe, mais ce n'est pas une courbe spectrale comme on vient de voir avant. Les courbes spectrales qu'on vient de voir avant, ça indique la quantité d'énergie pour des lumières colorées. Ici, il s'agit d'une courbe de réflectivité. Ça indique comment une matière reflète la lumière. Et donc ici, il s'agit d'une matière, c'est de l'herbe en fait. Et donc on voit que ça reflète un peu d'ondes longues, beaucoup d'ondes moyennes, un peu d'ondes courtes. Donc c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de la couleur, ces différentes proportions d'ondes courtes, moyennes et longues. Et là vous avez une ligne qui est montrée ici. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde dominante. C'est là où il y a un pic d'énergie dans la lumière colorée. Mais bon, ici, il s'agit d'une courbe de réflectivité, donc on suppose que si on éclaire ça avec de la lumière blanche, le pic d'énergie de la lumière va se situer forcément là. C'est là que la matière reflète le plus. Il y a un pic aussi à 700 aussi. Oui, il y en a à 700, oui, aussi. Mais ça, ça commence à être un peu en dehors de ce que l'œil peut percevoir, ça. Mais en effet, l'herbe reflète pas mal le rouge et l'infrarouge. Bon, alors il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on a marqué ici la longueur d'onde dominante? C'est pas par plaisir, hein, c'est juste parce que c'est important, parce qu'en fait, l'œil humain, qui n'a que 3 types de récepteurs, il y a 3 types de cônes dans l'œil humain, il ne voit en fait que la longueur d'onde dominante dans la couleur. L'œil humain ne perçoit pas vraiment les subtilités des longueurs d'onde secondaires en fait. D'accord? Donc l'œil humain n'est pas très performant pour voir les couleurs. Un appareil comme un spectrophotomètre, lui, il va avoir tous ces détails. Il va vraiment mesurer la quantité d'énergie sur les différentes longueurs d'onde de la lumière, mais l'œil humain, il va surtout être sensible à la longueur d'onde dominante. Et c'est grâce à ça que on peut créer assez facilement des appareils comme les moniteurs ou les télévisions qui montrent la réalité, qui montrent des scènes de la réalité, parce qu'en fait, ces appareils, les moniteurs, les télévisions ne doivent pas recréer les couleurs telles qu'elles sont vraiment dans la réalité, avec toutes les subtilités des longueurs d'onde secondaires. Il suffit qu'en mélangeant en différentes quantités les primaires rouge, vert et bleu du moniteur ou de la télévision, on recrée une couleur dont la longueur d'onde dominante est celle qui correspond à l'objet dans la réalité. Par exemple, l'herbe ici, si on voulait la montrer sur un moniteur, il suffirait, en mélangeant en différentes quantités les lumières rouge, vert et bleu, les primaires, de recréer une lumière dont la longueur d'onde dominante est la même que celle-ci. Et même si les longueurs d'onde secondaires ne sont pas les mêmes, ce n'est pas grave. L'œil humain, de toute façon, ne voit pas les subtilités. Donc le fait que l'œil humain ne soit pas très performant, c'est ce qui permet de faire des moniteurs et des TV de manière relativement facile en fait.
Alors ici, vous avez un schéma assez intéressant qui vous fait comprendre que sous le terme lumière du jour, en fait, il y a plein de lumières du jour différentes. Et alors, les lumières du jour, on va les décrire en Kelvin, pour décrire la coloration, en fait. Typiquement, 5500 degrés Kelvin, l'œil humain ne voit pas de couleur dans la lumière blanche. L'éclairage que vous avez chez vous pour vous éclairer, c'est typiquement du 3500 Kelvin, c'est-à-dire une lumière assez chaude, c'est une lumière blanche avec une coloration orangée. Mais il se trouve que l'œil humain et tout le système de perception de la couleur, le traitement dans le cerveau, corrige en fait. On considère, en fait, l'œil humain va faire en sorte que la lumière blanche qui éclaire l'environnement soit considérée, perçue comme étant neutre, même si en réalité elle a une coloration. Et vous allez voir que dans le cas d'une projection, il faut penser à ce phénomène et on va en parler un peu plus loin. Ok, voilà la courbe spectrale d'un éclairage comme vous avez chez vous, typiquement une ampoule à incandescence ou sa version moderne, l'ampoule économique. Donc, c'est de la lumière blanche, mais avec une forte dominante d'onde longue. Ici, vous avez la courbe spectrale d'un éclairage lumière du jour qui est composé de plus d'ondes courtes que d'ondes moyennes et longues. Donc, typiquement, c'est un éclairage qui est un peu bleuté. C'est une lumière blanche qui est un peu bleutée. C'est l'éclairage lumière du jour. Bon, en colorimétrie, on appelle ça l'éclairage de type A, celui à lampe à incandescence. C'est un éclairage de référence. Et celui-ci, on va l'appeler le D65. Donc vous allez souvent rencontrer en colorimétrie le D65, lumière du jour à 6500 Kelvin, donc lumière blanche un peu bleutée. Quand vous avez des hectachromes, il est généralement indiqué, le studio photo qui a développé l'hectachrome indique sous quelle lumière il doit être vu. En fait, vous devez le mettre sur une table lumineuse qui a une lumière à tel ou tel degré Kelvin. C'est indiqué, si vous avez affaire à un studio photo sérieux, il aura mis sur l'hectachrome sous quelles conditions d'éclairage il doit être visualisé en fait. Voilà, ici c'est un schéma qui montre les deux courbes superposées, donc l'éclairage de type A, la lampe à incandescence, et l'éclairage de type D65, donc la lumière du jour. Voilà les deux schémas encore côte à côte, ces différentes représentations. Et alors ici, ça devient encore plus intéressant ici. Vous avez toujours l'éclairage par lampe à incandescence, donc l'éclairage basique, domestique, l'éclairage lumière du jour, et un troisième type d'éclairage, c'est un tube fluorescent. Un tube fluorescent. Et alors ce qu'on remarque sur le schéma ici, c'est que ce type d'éclairage a des pics d'énergie à certains endroits. Donc de gauche à droite ici en bas, ce sont les différentes longueurs d'onde. Vous avez les courtes ici, les moyennes ici, les longues ici évidemment, et vous avez différents pics d'énergie. Alors le tube fluorescent, son fonctionnement en gros c'est quoi? C'est que vous avez un tube en verre. À l'intérieur du tube, vous avez une matière fluorescente, c'est-à-dire qui est capable de transformer les ondes ultraviolettes en ondes visibles. Il y a des vapeurs de mercure à l'intérieur du tube. On fait passer une charge électrique qui crée de la lumière ultraviolette à l'intérieur du tube. Cette lumière ultraviolette est transformée en lumière visible grâce au revêtement fluorescent à l'intérieur du tube fluorescent. Voilà pourquoi on appelle ça un tube fluorescent. C'est parce que le revêtement intérieur transforme la lumière ultraviolette créée par la charge électrique et les vapeurs de mercure
c'est transformé en lumière visible. Oui, les tubes fluorescents, ce sont des vapeurs de mercure à l'intérieur. Donc attention, si vous en cassez un, c'est extrêmement dangereux. Il faut tout de suite aérer parce que les vapeurs de mercure, une fois que vous avez absorbé le mercure, ça reste dans votre organisme pour longtemps. Donc sachez-le, les tubes fluorescents, si jamais vous en cassez par accident, vous aérez tout de suite, vous ne restez pas dans l'environnement qui contiendra des vapeurs de mercure. Je vous passe les détails, je vous montre ici simplement le schéma qui superpose différentes courbes de différentes technologies de tubes fluorescents. C'est différents gaz à l'intérieur. Il y a différentes catégories en fait. Vous avez des tubes fluorescents qui sont vraiment de très mauvaise qualité au niveau de la lumière, on les utilise dans les entrepôts. Et vous avez des tubes fluorescents qui sont vraiment de beaucoup plus haut de gamme et qui peuvent être utilisés pour un éclairage dans des pièces à vivre. Donc, parmi les tubes fluorescents, il y a différentes qualités et différents coûts, évidemment. Ceux qu'on utilise dans les usines, qui ont vraiment une qualité d'éclairage assez mauvaise, sont moins chers, évidemment. Dans les entrepôts. Je ne parle pas des usines où il y a des gens qui travaillent, mais vraiment dans les entrepôts, c'est là qu'on va mettre les tubes fluorescents les moins bons. Vous avez différentes qualités. Il y a 12 types d'éclairage tubes fluorescents. Ici, je vous explique le phénomène de la phosphorescence, le fait que la matière continue à émettre de la lumière, parce que oui, les tubes fluorescents sont également phosphorescents en fait. Ok. Donc, toutes les lumières sont créées de différentes longueurs d'onde, sauf un type de lumière qui est artificiel, c'est le laser. Si vous avez un petit porte-clés avec un éclairage laser sur lui, il est indiqué à quelle longueur d'onde il émet. C'est moins simple que ça dans la vraie vie, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, si vous avez la lumière bleue, elle n'est pas composée d'une seule longueur d'onde. Il y a différentes longueurs d'onde qui la composent, mais principalement, ce seront des ondes courtes. Pour toutes les lumières un peu naturelles, en fait, ce sera comme ça. Pour les lumières artificielles, typiquement le laser, ce sera différent. Je vous passe le détail ici. Alors, le métamérisme, super intéressant à comprendre. Vous avez un échantillon de matière et un autre échantillon de matière. Ces deux échantillons de matière, comme on le voit ici, reflètent à peu près la lumière blanche de la même manière, sauf qu'il y en a un qui reflète un peu plus les ondes longues que l'autre. Vous avez ici deux types d'éclairage. Éclairage lumière du jour, éclairage par ampoule à incandescence, donc éclairage domestique de maison. Et alors, ces deux échantillons, sous un certain éclairage, ils vont paraître identiques, et sous un autre éclairage, ils vont paraître différents. À quoi c'est dû ? Eh bien, si on analyse ici, vous avez les deux échantillons qui sont montrés ici en gris moyen et en foncé, leur courbe de réflectivité. Et vous avez ici en gris clair l'éclairage lumière du jour, la lumière du jour. Donc la longueur d'onde dominante de la lumière du jour est dans les ondes courtes. Et il se trouve qu'au niveau des ondes courtes, ces deux échantillons de matière qu'on a vus là, ici, ils reflètent la lumière de la même manière. Donc sous la lumière du jour, ils seront vus, la couleur des deux échantillons de matière sera identique. Par contre, si vous voyez ces deux échantillons de matière sous un éclairage dont la longueur d'onde dominante est dans les ondes longues, eh bien ils vont avoir l'air différents, parce qu'au niveau des ondes longues, les deux échantillons ils réagissent différemment. Il y en a un qui reflète plus les ondes longues que l'autre. D'accord ? Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le métamérisme. Le fait que deux échantillons sous un certain éclairage peuvent avoir l'air
identiques et sous un autre éclairage, ils sont différents. Alors, si vous regardez dans les magasins de vêtements, dans les rayons où on vend des vêtements, hein, bon, dans un magasin de vêtements, ben partout, dans un supermarché, dans le rayon vêtements, vous aurez typiquement un éclairage très soigné. Ils vont combiner différentes technologies d'éclairage de manière à essayer de recréer l'éclairage lumière du jour le plus fidèlement possible. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas envie que les gens, une fois qu'ils ont choisi des vêtements dans le rayon, une fois qu'ils sortent en lumière du jour, eh bien les couleurs semblent ne plus s'accorder ensemble en fait. Voilà typiquement ce qui peut arriver. Ici, il vous montre sur le schéma, sur la petite explication, ce qui se passe dans un magasin qui n'a pas recréé la lumière du jour dans son rayon vêtements. Vous voyez les vêtements à l'intérieur du magasin sous des tubes fluorescents. Ils ont l'air d'aller bien ensemble, les couleurs, et dès que vous sortez en lumière du jour, c'est la cata. D'accord? Donc les tubes fluorescents, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais dès qu'on doit travailler les couleurs. Si vous faites des dessins au marqueur couleur, si vous faites des projets couleurs sur du papier, n'éclairez surtout pas avec des tubes fluorescents, vous allez générer des problèmes de métamérisme, à cause des pics d'énergie dont j'ai parlé tout à l'heure en fait. Alors ceci, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a déjà parlé dans un autre cours, ce sont les valeurs de densité.